Donc, je suis ravi d'accueillir Clémence Filleul ce matin. Clémence est responsable de l'unité de surveillance des expositions qui fait partie de la Direction Santé, Environnement, Travail de Santé publique France, en d'autres termes l'Agence nationale de santé publique. Clémence Filleul est docteur en santé publique et en pharmacie, diplômée de l'Université Paris-Descartes, et ses travaux portent sur la caractérisation des expositions au travers la mesure de biomarqueurs d'exposition. C'est elle qui a développé le programme français de biosurveillance qui vise à déterminer et à caractériser l'exposition de chacun d'entre nous aux substances chimiques présentes dans l'environnement, à rechercher les déterminants de cette exposition et à faire des comparaisons avec les résultats équivalents qui commencent à être disponibles dans les autres pays étrangers. En France, ce programme, comme vous allez voir, s'est appuyé notamment sur la cohorte ELF de l'INSERM et de l'INED et sur le programme Esteban de Santé publique France. On a beaucoup de chance que Clémence vienne aujourd'hui nous présenter ses résultats parce que la France a réussi désormais à vraiment avoir un programme de biosurveillance très ambitieux qui, comme vous allez le voir, couvre l'ensemble du territoire et tous les âges de la population. Ce travail se fait en lien avec un certain nombre d'initiatives importantes, similaires à l'échelle européenne, et notamment récemment le programme HBM4EU dans lequel Clémence Filleul a aussi été impliquée, et puis désormais le partenariat PARC qui associe avec Santé publique France de nombreuses équipes européennes sous la coordination de l'ANSES. Et puis en parallèle de ces travaux, Clémence travaille sur des situations beaucoup plus spécifiques localement, par exemple d'exposition à des composés tels que des pesticides, avec la problématique d'exposition des riverains. Ça, c'est l'étude Pestirive qui a débuté pour répondre à cette problématique de l'exposition des personnes vivant proches des zones agricoles. Donc voilà, nous sommes ravis de pouvoir l'écouter ce matin et nous présenter les travaux de biosurveillance française et internationale. Merci beaucoup Clémence. Merci Rémi. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je voulais tout d'abord remercier Rémi Slaman de m'avoir donné l'opportunité aujourd'hui de vous présenter le programme français de biosurveillance, donc programme qui, comme vous allez le voir, renseigne donc une partie de l'exposome chimique et qui a pour finalité donc, de protéger la santé des populations donc, qui sont exposées à ces substances. Donc, j'ai divisé la présentation en 4 parties. Une première partie où je rappellerai quelques définitions, puis je vous raconterai comment est né en fait, ce programme de biosurveillance avant de vous en présenter les principaux résultats. Et je terminerai donc, la présentation par quelques éléments de perspective que nous avons donc, pour améliorer donc, l'efficacité de ce programme. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que la biosurveillance ? Donc, la biosurveillance, elle va permettre de mesurer l'exposition des populations donc, aux substances chimiques qui sont présentes dans les différents milieux de l'environnement, après passage des barrières biologiques. Donc, on va mesurer des biomarqueurs d'exposition, donc, qui vont être soit la substance elle-même, soit des métabolites, donc les produits de dégradation de cette substance, qu'on va mesurer donc, dans le sang, l'urine, les cheveux, le lait maternel en fait, des participants à nos études. Et à côté donc, de ces biomarqueurs d'exposition, il existe également donc, des biomarqueurs d'effets biologiques qui sont, eux, plutôt des témoins en fait, d'un changement biologique issu du passage en fait, de ces substances chimiques et qui se situent en amont en fait, des effets sanitaires. Et dans la suite de ma présentation, je vous présenterai et parlerai que de biomarqueurs d'exposition, puisqu'aujourd'hui, le programme national de biosurveillance ne dose en fait que des biomarqueurs d'exposition. Donc la force de la biosurveillance, c'est qu'elle permet de mesurer l'exposition après l'intégration de toutes les sources et les voies d'exposition. Mais une des limites en fait, qu'il faut considérer, c'est qu'il n'existe pas de biomarqueurs donc, pour toute substance chimique. Je voulais ensuite vous dire comment on choisit les matrices biologiques dans nos programmes de biosurveillance. Donc, en général, on les choisit en fonction des caractéristiques de la substance, donc de sa métabolisation, de son élimination. Donc, généralement, on va mesurer des substances plutôt lipophiles dans le sang,
donc qui vont avoir une demi-vie d'élimination assez longue, donc qui vont être le reflet d'une exposition ancienne jusqu'à plusieurs années. Et ça va être l'exemple de certaines substances comme les retardateurs de flamme bromée ou les dioxines. À côté, on va mesurer donc des substances qui sont plutôt hydrophiles ou qui ont été rendues hydrophiles par métabolisation dans les urines et qui vont être le reflet d'une exposition récente de quelques heures ou de quelques jours. Et ça va être l'exemple des bisphénols ou de certains métabolites des pyrétrinoïdes. Et enfin, donc, on mesure dans les cheveux des substances qui sont plus ou moins facilement éliminées. Donc là, il faut faire attention à tout ce qui est contamination externe pour être sûr de bien mesurer ce qui a été incorporé dans les cheveux. Et donc, classiquement, ça va être le reflet d'une exposition qui a eu lieu donc, au cours des derniers mois. Et la pousse d'1 centimètre de cheveux, en fait, représente une exposition d'1 mois. Et comme exemple, on peut citer donc, le mercure et l'arsenic donc, qui sont mesurés dans les cheveux. Donc, comment est né le programme national de biosurveillance? Donc, en France, on dispose d'un programme national nutrition santé donc, qui a vu le jour en 2001 et qui a pour objectif d'améliorer donc, l'état de santé de la population en agissant sur un de ses déterminants majeurs donc, qui est la nutrition. Et rapidement, en fait, a été fait le constat qu'il y avait la nécessité d'avoir une grande enquête nationale de santé pour répondre donc, aux objectifs de la description de l'état nutritionnel de la population française. Donc, c'est ainsi qu'est née l'étude nationale nutrition santé, donc, qui a été réalisée entre 2006 et 2007, donc, à l'époque par l'Institut de veille sanitaire, donc, qui était l'ancienne agence de santé publique. Et dans cette étude nationale nutrition santé, on a pu avoir l'opportunité d'inclure un volet biologique qui nous a permis, donc, pour la première fois, de décrire au niveau national donc, l'exposition de la population des adultes à un certain nombre de métaux et à quelques pesticides, et l'exposition des enfants au mercure. Donc, puis a eu lieu le Grenelle de l'environnement, et sa loi de programmation en 2009, donc, qui a inscrit un programme national de biosurveillance qui a été ensuite repris dans les différents plans nationaux santé-environnement. Et ce programme de biosurveillance, donc, il comprenait 2 volets. Donc, un volet périnatal donc, qui s'appuyait, comme l'a dit Rémi tout à l'heure, sur la cohorte ELF, donc, qui est étudiée par une unité mixte INSERM-INED. Et ce volet périnatal donc, qui s'attachait à décrire l'exposition des femmes ayant accouché en 2011 à plus d'une centaine de substances présentes dans l'environnement. Puis, à côté donc, de ce volet périnatal, on a le volet population générale, donc, qui est constitué par l'étude Esteban, l'étude de santé sur la biosurveillance, l'activité physique et la nutrition, qui, elle, décrivait donc, l'exposition de la population des adultes et des enfants, donc âgés de 6 à 74 ans, dans la France métropolitaine. Et cette étude, elle s'est déroulée entre 2014 et 2016, et elle avait des objectifs plus larges que simplement ceux de la biosurveillance, puisqu'elle s'intéressait également à la surveillance de l'état nutritionnel donc, de la population, et de la surveillance de certaines maladies chroniques ou de certains facteurs de risque de maladies chroniques. Donc, à côté de ce grand programme de biosurveillance, donc, comme l'a dit Rémi tout à l'heure, il y a d'autres études de biosurveillance qui sont menées notamment à Santé publique France et qui s'intéressent plus spécifiquement à des questions ou à des populations particulières. Donc, tout à l'heure a été citée l'étude Pestirive, qui s'intéresse à l'exposition aux pesticides des riverains de zones viticoles, mais on avait également fait des études, par exemple, sur les riverains d'incinérateurs d'ordures ménagères ou une étude spécifique aux Antilles sur l'exposition au chlordécone, dont je vous reparlerai en fait tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'il existe comme programme à l'étranger? Donc, à l'étranger, le plus connu et l'historique, et celui qui a fourni le plus de données d'exposition et le plus de publications qui ont fait le lien entre exposition et effets sanitaires, c'est le programme NHANES, donc, qui a débuté dans les années 60-70 par des études qui s'intéressaient tout d'abord donc, à l'état de santé de la population américaine par un design d'études transversales,
Puis, petit à petit, donc, ces études ont inclus des données nutritionnelles jusqu'en 1988, où ont lieu donc, les premiers prélèvements biologiques qui permettent aujourd'hui en fait, de mesurer plus de 400 polluants donc, présents dans l'environnement dans la population américaine. Et le design en fait, de ces études transversales a été peu à peu transformé, puisqu'en 1999 est né un nouveau design. Donc aujourd'hui, l'étude ENHANCE, elle se fait par cycle de 2 ans, donc ce qui permet d'avoir des données d'exposition beaucoup plus fréquentes et beaucoup plus nombreuses. À côté donc, du programme états-unien, il existe également un programme canadien. Donc, le programme canadien, il a plusieurs volets. Il s'adosse également à une cohorte mère-enfant. Il s'intéresse également à une grande étude dans le nord du Canada sur des populations particulières. Et il y a également une enquête transversale, qui est l'enquête canadienne sur les mesures de la santé, ECMS, qui s'intéresse à l'exposition donc, de la population canadienne, qui s'intéresse également à l'état nutritionnel des Canadiens et qui dispose de certains examens de santé. Et cette étude canadienne, elle est également organisée par cycle de 2 ans. Et comme vous pouvez le voir là, sur le bas de la diapositive, donc certaines substances sont mesurées à chaque cycle et certaines substances donc, changent au cours des cycles. En Europe, on dispose également de programmes de biosurveillance. Donc un programme allemand donc, qui est constitué de grandes enquêtes transversales. Donc on peut citer les 3 premières, GERES, donc pour German Environmental Survey, qui se sont intéressées donc, uniquement à la population des adultes. La 4e enquête s'est intéressée à la population des enfants et la 5e à la population des adolescents. Et à côté donc, de ces grandes enquêtes transversales allemandes, il existe également un recueil en fait, d'urine de volontaires étudiants allemands qui sont poolés pour donner en fait, des grandes tendances temporelles de l'exposition en Allemagne. Et enfin, donc on peut citer le dernier grand programme européen, qui est le programme de biosurveillance flamand, qui en est aujourd'hui donc à sa 4e édition d'enquête pour donner également les expositions de la population flamande. Donc maintenant, je vais passer aux résultats et aux finalités du programme national de biosurveillance. Donc, comment sont mis en œuvre ces études. Donc, ces études, elles vont combiner plusieurs recueils de données. Donc, on va recueillir les caractéristiques des participants, donc les caractéristiques sociodémographiques ou des données d'exposition par questionnaire en face à face lors de visites à domicile qu'on va effectuer ou par auto-questionnaire. Donc, on laisse les participants remplir eux-mêmes ces questionnaires. Et ces variables, elles vont être mises en regard des différents prélèvements biologiques qu'on va pouvoir effectuer pour ensuite rechercher les déterminants des expositions. En termes de prélèvements biologiques, en général, donc on recueille un seul prélèvement biologique par participant. Donc les premières urines du matin, donc sur lesquelles on va doser de nombreux biomarqueurs. Donc ici, vous pouvez voir par exemple que sur le volet périnatal, on a réalisé le dosage du bisphénol A sur un peu plus de 1700 femmes donc, ayant accouché en 2011. Le dosage du bisphénol A, S et F a été réalisé donc, chez 900 adultes de l'étude Esteban et chez 500 enfants de l'étude Esteban. On a également réalisé donc, le dosage de phtalate, le dosage de parabènes, mais uniquement dans l'étude Esteban, ainsi que le dosage des terres de glycol. Sur le sang, donc, ont été mesurés des retardateurs de flammes bromées et des composés perfluorés, des organochlorés spécifiques, des PCB, dioxine et furane, le plomb. On a mesuré donc, de nombreux pesticides dans les urines des participants, ainsi que 28 métaux. Et le mercure donc, a été mesuré donc, sur une mèche de cheveux donc, des participants.
Donc, le programme de biosurveillance, il a 3 grands objectifs. Donc, le premier qui est vraiment de décrire l'exposition de la population française à plus d'une centaine de substances présentes dans l'environnement. Le deuxième objectif qui est de rechercher les déterminants de l'exposition, donc qu'est-ce qui peut expliquer ces niveaux d'exposition qu'on peut retrouver. Et le troisième objectif qui est donc de placer les expositions qu'on retrouve par rapport à ce qui peut être mesuré à l'étranger. Donc, si on s'intéresse aux résultats qui ont été mesurés à partir donc, des polluants qu'on peut retrouver dans les produits de consommation courante, donc, ce qu'on peut voir ici, c'est que les composés qu'on a recherchés ont été mesurés chez quasiment toute la population, que ce soit la population adulte, la population des enfants ou la population des femmes donc, qui avaient accouché en 2011. On peut également voir que pour les parabènes qui avaient été mesurés uniquement dans l'étude d'Esteban, seul un parabène avait été quantifié de façon importante, c'était le méthylparabène, il avait été quantifié donc, chez près de 60% des participants. En termes de déterminants de l'exposition, donc ce qu'on a pu montrer, c'est que la consommation d'aliments préemballés, la consommation de conserves ou la consommation de vin, donc augmenter les concentrations en bisphénol dans la population, que la consommation d'œufs autoproduits, la consommation de produits de la mer ou de légumes, donc augmenter les concentrations en perfluorés dans la population, et que l'utilisation plus fréquente de crèmes ou de produits de soins ou de vernis à ongles augmenter donc les concentrations en parabènes dans la population. Pour les phtalates, donc les déterminants de l'exposition qui avaient été retrouvés, c'était également l'utilisation plus fréquente de cosmétiques, l'utilisation plus fréquente de produits ménagers, la consommation de vin, la consommation de tabac ou le fait d'avoir un revêtement en vinyle chez soi. Enfin, donc pour les retardateurs de flamme bromées, donc ce qu'on pouvait voir en termes de déterminants de l'exposition, c'était une augmentation des concentrations avec la consommation de tabac, avec le temps passé dans une voiture, et une diminution des concentrations avec l'augmentation de la fréquence d'aération du logement. En termes de comparaison, donc on avait peu de données qui étaient disponibles dans les pays européens, donc on a fait des comparaisons essentiellement donc, avec les programmes nord-américains. Donc on pouvait observer que les concentrations françaises en parabènes ou en retardateurs de flamme bromée étaient inférieures à celles qui avaient pu être mesurées donc, aux États-Unis et au Canada. Alors pour les bisphénols, donc comme je le disais tout à l'heure, le bisphénol A il a été mesuré à la fois dans le volet périnatal et dans l'étude Esteban, mais le bisphénol S et F, donc, qui sont des substituts du bisphénol A, n'avaient pu être mesurés que dans l'étude Esteban. Donc les résultats là sont assez contrastés, puisqu'on a des concentrations en France pour le bisphénol A qui sont plus élevées que ce qui peut être retrouvé donc, dans les pays nord-américains, mais moins élevées en bisphénol S et F, ce qui montre certainement une substitution par ces bisphénols plus récente en France. Concernant les phtalates, donc on avait des concentrations égales à ce qui avait pu être mesuré, que ce soit dans les pays nord-américains ou européens. Et pour les perfluorés, on avait également donc, des concentrations françaises qui étaient assez identiques à ce qui pouvait être mesuré dans les pays nord-américains. Donc, si on passe aux résultats produits donc, sur une famille de pesticides que sont les pyrétrinoïdes, donc, les pyrétrinoïdes, ce sont les insecticides aujourd'hui donc, qui sont les plus utilisés et qui ont substitué progressivement donc, les organochlorés, les organophosphorés, puisqu'ils sont réputés pour être moins toxiques pour l'homme et pour l'animal. Ils ont beaucoup d'usages, des usages agricoles, des usages antiparasitaires, et ils sont très utilisés donc, dans les pesticides domestiques. Ce qu'on a pu observer pour le volet périnatal, c'est qu'on quantifiait donc, ces pesticides chez environ toutes les femmes en fait, chez lesquelles on avait mesuré donc, leurs métabolites. Les principaux déterminants de l'exposition qui étaient retrouvés, c'était vraiment l'utilisation des pesticides au domicile, et notamment donc, des insecticides à domicile,
l'utilisation d'antipoux, la consommation de tabac et la consommation d'alcool. Ce qu'on pouvait voir dans le volet périnatal, c'est qu'il y avait une exposition qui était plus élevée donc, en France par rapport à ce qui avait pu être mesuré aux États-Unis. Et lorsqu'on regardait en fait les concentrations qui avaient pu être mesurées dans l'étude nationale nutrition santé, donc en 2006-2007, comme on peut le voir donc, sur le tableau pour le métabolite principal qui est le 3-PBA, les concentrations étaient également plus élevées en France que ce qui avait pu être mesuré donc, en Europe ou dans les pays nord-américains, ce qui nous avait fait dire à l'époque qu'il y avait une surimprégnation en fait, de la population française au pyrétrinoïde. Avec l'étude Esteban, on a pu étudier donc, l'évolution des expositions aux métabolites de ces pyrétrinoïdes. Donc, on s'est attaché à regarder cette évolution sur 4 métabolites. Et ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a une diminution, une stabilité en fait, des concentrations, hormis pour le BR2CA, donc, qui est le métabolite de la deltamétrine, des concentrations retrouvées dans l'étude d'Esteban par rapport à ce qui avait été mesuré précédemment donc, dans l'étude nationale nutrition santé. Et lorsqu'on regarde en fait, les niveaux mesurés dans l'étude d'Esteban, on voit cette fois-ci que finalement ces concentrations elles sont assez proches à ce qui a pu être mesuré dans les études étrangères, donc toujours sauf pour le métabolite BR2CA, ce qui nous fait dire qu'aujourd'hui, en fait, il n'y a plus de surimprégnation de la population française aux pyrétrinoïdes, mais pas tellement dû à une diminution de l'exposition de la population aux pyrétrinoïdes, mais plutôt à une augmentation en fait, des concentrations retrouvées donc, dans les pays nord-américains et certainement donc, liées à une utilisation plus accrue en fait, de ces pyrétrinoïdes. Si on regarde la famille des herbicides, donc qui ont des demi-vies d'élimination assez courtes, on peut voir que pour le volet périnatal, donc très peu d'herbicides avaient été quantifiés. Donc, le pourcentage de quantification était proche de 0. Et pour l'étude Esteban, seuls 2 herbicides et un de ces métabolites étaient quantifiés. Donc le 2,4-D qui était quantifié dans un peu plus de 40% donc, de la population des adultes de l'étude Esteban, le glyphosate donc, qui était quantifié dans un peu plus de 16%, et son métabolite, l'AMPA, donc, qui était quantifié dans environ 74% de la population des adultes. Lorsqu'on comparait en fait, ces résultats avec ce qui avait pu être mesuré à l'étranger, on retrouvait que les concentrations en 2,4-D étaient plus faibles donc, que celles mesurées dans les études nord-américaines et que les concentrations en glyphosate et en son métabolite, l'AMPA, étaient similaires à ce qui pouvait être observé donc, dans les études européennes. Donc, si on passe maintenant aux résultats produits donc, sur les métaux, donc, je vous ai mis ici les résultats sur les principaux métaux, mais il y en a bien entendu bien d'autres. Et si vous voulez si vous intéressez et vous voulez voir en fait, tous les résultats produits par le Programme national de biosurveillance, donc tous les rapports sont disponibles sur le site internet de Santé publique France. Donc pour les principaux métaux, ce qu'on pouvait observer, c'est qu'ils étaient quantifiés chez quasiment toute la population. En termes de déterminants de l'exposition, donc il y a certains déterminants qui étaient communs à un certain nombre de métaux, comme la consommation de poissons ou de produits de la mer, donc qui augmentaient les concentrations en mercure, en cadmium, en chrome ou en arsenic total. D'autres étaient plus spécifiques à certains métaux, comme la consommation de légumes provenant de l'agriculture biologique, donc qui augmentait les concentrations en cuivre chez les enfants, ou la consommation de céréales du petit déjeuner qui augmentait donc les concentrations en cadmium également chez les enfants. On a pu relier donc, l'exposition professionnelle chez les adultes avec les concentrations en arsenic total retrouvées chez les adultes et le fait de disposer d'implants métalliques donc, qui augmentaient les concentrations en chrome
chez les adultes. Le tabac se retrouvait également comme un déterminant de l'exposition pour plusieurs métaux, notamment pour le cadmium et pour le cuivre. Et en termes donc, de comparaison des résultats retrouvés avec ce qui avait pu être mesuré donc, dans les autres pays, donc, il existe en fait un gradient européen nord-sud pour l'exposition aux métaux qui est certainement lié aussi à la consommation de poissons, puisqu'on retrouve ce même gradient en fait avec la consommation de poissons et de produits de la mer. Et donc nous, en France, on se retrouve plutôt au milieu de ce gradient. Donc c'est le cas pour le mercure, par exemple. Pour l'arsenic total. Par contre, on avait des concentrations françaises plus élevées en cadmium, en chrome, et similaires donc, en nickel et en cuivre. Comme ces métaux, enfin, pour certains, avaient été mesurés dans l'étude d'Esteban, on a pu également regarder en fait, l'évolution des expositions donc, par rapport aux années 2006-2007. Et ce qu'on pouvait observer, c'est que les concentrations en mercure et en nickel étaient identiques à celles qui avaient été mesurées auparavant. Par contre, on observait donc une augmentation des concentrations en cadmium et en chrome par rapport donc, à l'étude nationale nutrition santé donc, qui avait eu lieu en 2006-2007. Si on s'intéresse plus particulièrement à un métal qui est le plomb, donc le plomb, il a été mesuré dans le sang donc, des participants de l'étude d'Esteban et dans le sang du cordon du volet périnatal, donc, ce qui permettait également d'avoir l'exposition fétale. Le plomb, il a été quantifié dans 100% de la population, que ce soit les adultes, les enfants ou les femmes donc, qui avaient accouché en 2011. Et en termes de déterminants en fait, de l'exposition, donc, ce qu'on a retrouvé, c'est des choses qui étaient déjà connues dans la littérature, c'est que l'exposition professionnelle donc, augmentait les plombémies, que ce soit des enfants lorsque c'était l'exposition professionnelle des parents ou les plombémies des adultes, donc lorsque c'était les plombémies des adultes qui étaient mesurées. L'année du logement avait une influence en fait, sur les concentrations en plomb. Donc, plus le logement était ancien et plus les participants avaient des plombémies élevées. Les plombémies étaient également plus élevées avec l'augmentation de la consommation d'eau du robinet, avec la consommation de tabac chez les adultes, avec la consommation d'alcool, avec la consommation de produits de la mer, que sont les coquillages, les crustacés, les mollusques, avec la consommation de pain, et avec la consommation d'œufs ou de viande issue donc, du propre élevage des participants. En termes de comparaison pour l'étude d'Esteban avec les pays européens et les pays d'Amérique du Nord, donc ce qu'on peut dire, c'est que les plombémies françaises, elles sont similaires à ce qui peut être mesuré dans les autres pays européens, mais elles restent supérieures aux pays d'Amérique du Nord, États-Unis et Canada. Donc, si on compare les niveaux retrouvés pour l'étude d'Esteban avec les niveaux qui avaient été mesurés dans l'étude nationale nutrition santé, on observe une diminution en fait, de 27% de la moyenne géométrique entre les deux études et une diminution de 31% en fait, du percentile 95, c'est-à-dire des 5% donc, les plus exposés de la population. Donc on peut dire globalement qu'il y a une diminution en fait, de l'exposition au plomb entre ces deux études de la population française. Et lorsqu'on regarde de façon antérieure ce qui avait pu être mesuré pour une population identique, c'est-à-dire des hommes avec un âge moyen de 21,5 ans, on peut observer qu'entre l'étude nationale nutrition santé, donc, qui avait lieu en 2006-2007, et une première étude qui avait lieu en 1995, on observe une diminution donc, de la moyenne géométrique des plombémies d'environ 60% et de la prévalence des plombémies élevées d'environ 95%. Et si on remonte encore dans le temps, donc on observe une diminution moyenne des plombémies de 50% entre la première étude qui avait été réalisée en 1981 sur 3 villes françaises, donc Paris, Lyon, Marseille,
et l'étude qui avait été réalisée en 1995 sur les hommes appelés du contingent qui avaient un âge moyen de 21,5 ans. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'à travers cette mesure de l'évolution de l'exposition, on peut évaluer les politiques publiques grâce aux données de biosurveillance, puisque de nombreuses mesures réglementaires ont été prises, et notamment entre 1995 justement et 2006-2007, les années pour lesquelles on observe une diminution de la plombémie la plus importante. Donc, il y a eu l'interdiction de la mise en place de canalisations en plomb dans les installations de distribution d'eau, qu'elles soient publiques ou intérieures, par un décret en 1995. Une interdiction de l'emploi de soudure contenant du plomb par un arrêté qui a été publié en 1996. Il y a également eu une diminution importante des émissions de plomb dans l'air, liée à l'abandon de l'essence plombée et à l'usage du tétraéthyle de plomb dans les essences depuis les années 2000. La mise en place du diagnostic plomb, que ce soit pour la location ou pour la vente des logements construits avant le 1er janvier 1949, qui a été mis en place fin des années 90 pour la vente des logements et 2008 pour la location des logements. Et un cadre réglementaire qui concerne les mesures préventives des risques professionnels d'exposition au plomb par un décret qui a été publié en 2001. Donc, tous ces résultats que je vous ai présentés, c'était des résultats vraiment substance par substance ou famille de substances par famille de substances. Mais c'est vrai que la réalité de l'exposition, c'est plutôt d'être exposé à plusieurs substances simultanément. Et donc, on a voulu voir, à partir de l'étude Esteban, le nombre de substances qui pouvaient être quantifiées chez un même individu. Toutefois, on était assez limité par le design de l'étude, puisque l'étude Esteban, elle n'avait pas été conçue en fait pour réaliser les dosages de toutes les substances chez tous les mêmes individus, pour deux raisons principales. Pour des raisons de disponibilité de matrice, puisqu'à l'époque, par exemple, pour réaliser le dosage de dioxine, il fallait environ 10 ml, 10 millilitres de sang. Donc on ne pouvait pas réaliser d'autres dosages sur cette matrice. Et également en raison du coût que représente en fait le dosage de biomarqueurs. Donc on peut avoir des coûts compris entre 150 ou 300 € pour le dosage d'un biomarqueur pour un individu. Mais par contre, on a voulu observer cette multi-exposition pour les substances du quotidien qui étaient au nombre de 22 et qui comprenaient des métaux, des bisphénols, des phtalates et de la cotinine. Et ce qu'on a pu observer, en fait, c'est que les individus chez lesquels on avait réalisé cette étude, qui était au nombre de 891, étaient exposés au minimum à 13 substances, sur un total de 22, au maximum à 20 substances sur un total de 22, et que la plupart des individus étaient exposés entre 17 et 20 substances, puisque là on peut voir que par exemple 30% des individus avaient un nombre de substances quantifiées compris entre 17 et 18,5. On a voulu également regarder quels pouvaient être les plus multi-exposés. Donc, cette fois-ci, on a regardé le nombre de substances pour lesquelles un individu dépassait les concentrations médianes de la distribution. Et ce qu'on a pu voir, c'est que les hommes en fait, étaient plus multi-exposés que les femmes. Ils avaient en moyenne 10 substances qui dépassaient les concentrations médianes de la distribution, par rapport aux femmes qui en avaient plutôt 9. On pouvait voir qu'il y avait également un gradient d'exposition en fonction de l'âge, que les classes d'âge les plus jeunes semblaient moins multi-exposées que les plus âgés, et également en fonction du statut tabagique, que les fumeurs étaient plus multi-exposés que les ex-fumeurs ou que les non-fumeurs non exposés. On a également regardé d'autres variables comme le niveau de diplôme ou le ressenti financier en fait, des individus, mais on ne retrouvait pas d'influence en fait, de ces facteurs sur la multi-exposition.
Donc, je vais maintenant passer dans ma présentation à l'utilité en fait, des données de biosurveillance à travers plusieurs exemples que j'ai choisis. Donc, tout d'abord, ce que je voulais vous dire, c'est que les données de biosurveillance, donc, elles sont utiles dans l'évaluation des risques sanitaires. Donc, je voulais vous présenter l'exemple de l'exposition au chlordécone aux Antilles avec l'étude Canary. Donc, le chlordécone, c'est un insecticide qui a été longtemps utilisé aux Antilles dans la lutte contre le charançon de la banane et qui a une demi-vie d'élimination dans les sols très longue, de plusieurs milliers d'années, et du coup qui a largement en fait, contaminé tout le milieu des Antilles. Donc, cette étude Canary, elle avait vu le jour en 2013-2014 et elle s'intéressait à voir si la population antillaise était donc exposée au chlordécone. Ce qu'on a pu observer, c'est qu'il y avait environ 90% donc de la population antillaise donc, qui avait des niveaux de chlordécone qui pouvaient être détectés, avec une moyenne qui était sensiblement égale entre la Guadeloupe et la Martinique, et un percentile 95, donc les 5% les plus exposés, qui pouvaient avoir des concentrations en chlordécone non négligeables, puisqu'égales à 1,24 en Guadeloupe et 1,87 en Martinique. Mais on n'avait pas d'interprétation sanitaire, on ne savait pas ce que ces niveaux en fait, d'exposition pouvaient représenter en termes sanitaires. C'est pour ça que la Direction générale de la santé a saisi donc une autre agence sanitaire, qui est l'ANSES, afin qu'elle élabore en fait une valeur guide sanitaire pour nous aider donc à interpréter donc ces données de biosurveillance. Et donc l'ANSES a réuni donc un groupe d'experts qui a examiné de nombreuses études épidémiologiques, donc à partir de la revue bibliographique, et on a élaboré donc une valeur toxicologique de référence chronique interne, donc égale à 0,4 microgrammes par litre, à partir d'un effet sanitaire qui était donc la diminution de la durée de la grossesse, donc qui pouvait être observable avec l'augmentation en fait des concentrations en chlordécone. Donc cette valeur sanitaire, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est plutôt une valeur populationnelle, en fait, et que c'est une sorte de cible à atteindre, c'est-à-dire que le maximum d'individus doit être en dessous des 0,4 microgrammes par litre, et ce n'est pas une donnée d'interprétation individuelle. Les données de biosurveillance, elles sont également utiles donc, pour faire des préconisations de santé publique, donc, comme on a pu le voir à travers les différents résultats donc, que je vous ai présentés, et les expositions qui sont généralisées. Donc, il est nécessaire de poursuivre donc, les mesures collectives, donc, au-delà des mesures individuelles qui peuvent être prises, visant à diminuer donc, les expositions de la population générale à ces substances. Donc, je vous citerai deux grands programmes, avec le premier exemple qui est d'ancrer davantage la lutte contre le tabagisme, y compris le tabagisme passif, donc, afin de réduire l'exposition à de nombreuses substances, puisque, comme vous l'avez vu dans la présentation des différents résultats, donc, le tabagisme est un déterminant majeur en fait, d'un grand nombre de substances chimiques. Et pour vous donner un exemple chiffré, donc chez les adultes, le tabac il entraînait une augmentation de plus de 50% en fait, de l'imprégnation par le cadmium chez les fumeurs. Il est également important en fait, de rappeler les recommandations du Programme national nutrition santé, puisqu'on a vu à travers également les résultats que je vous ai présentés que l'alimentation était une des principales sources d'exposition, et notamment donc, la consommation de poissons et de produits de la mer donc, qui apparaissait comme un déterminant de l'exposition pour de nombreux métaux. Toutefois, comme la consommation de ces aliments a un bénéfice nutritionnel, donc il faut bien rappeler ces recommandations qui sont de consommer au maximum donc 2 fois par semaine du poisson, dont un poisson gras, en variant les espèces et les lieux de pêche.
Et enfin, donc, ces données de biosurveillance, elles fournissent également des données probantes pour les grands programmes de prévention. Donc, je vous citerai le programme des 1000 premiers jours, donc, qui s'intéresse à donner des conseils aux parents ou aux personnes ayant des désirs d'enfants sur notamment la réduction donc, de leurs sources d'exposition. Et donc, si vous allez sur le site internet, vous pourrez voir sur le site internet des éléments en fait, de pièces de vie sur lesquelles vous pouvez cliquer et voir les différents éléments qui la composent et des conseils en fait, pour réduire vos expositions. Donc, ces données de biosurveillance, donc, comme l'a dit Rémi tout à l'heure, elles sont également en lien avec différents projets européens. Donc, le programme français de biosurveillance, il faisait partie donc, du programme HBM4U, donc, qui se termine au 1er juin et qui a permis en fait, de fédérer de nombreux acteurs européens autour de la biosurveillance et d'initier de nouveaux programmes dans différents pays qui n'en avaient pas jusqu'à présent. Donc ces programmes européens, ça donne une force en fait, aux résultats qu'on peut produire, puisque comme on le voit ici avec l'exemple des phtalates qui ont été mesurés donc, grâce à HBM4U dans de nombreux pays européens, on voit qu'aucun pays, plutôt pour tous les pays, on a un dépassement en fait, des valeurs sanitaires pour au moins un des phtalates, et donc il faut que la population européenne diminue donc, ses expositions aux phtalates. Et dans la poursuite en fait, de ce programme HBM4U, donc, il y a le partenariat PARC, donc, qui est coordonné par l'ANSES, qui est le partenariat européen pour l'évaluation des risques liés aux substances chimiques, qui, à côté en fait, du volet surveillance des expositions, donc, va s'intéresser également à l'évaluation des risques sanitaires, à la toxicologie et à la surveillance des expositions, mais pas seulement donc, de la surveillance humaine, mais également de la surveillance des différents milieux, ce qui va nous permettre d'approcher le concept d'une seule santé, donc One Health, en ayant une surveillance plus intégrée et pas seulement de l'homme. Donc, je terminerai cette présentation par quelques perspectives du programme national de biosurveillance et quelques pistes auxquelles on a réfléchi pour le futur, puisque, comme j'ai pu vous le montrer, aujourd'hui, le dispositif actuel, donc, il est uniquement basé donc, sur une représentativité nationale. Donc, on peut donner des indicateurs qu'au niveau national, qu'on a des études qui sont assez rigides, que le choix des substances il se fait bien en amont, en fait, la mise en œuvre de ces études, et qu'il est ensuite difficile d'y revenir dessus, ainsi que le choix des populations. Ce sont des dispositifs qui sont complexes et lourds à mettre en œuvre, qui nous prennent un pas de temps, souvent de 7 à 10 ans, donc qui ne nous permettent pas de répéter en fait, les études de façon aussi fréquente qu'on le souhaiterait. Et on a vu aussi qu'on était de temps en temps assez limité dans notre interprétation et dans notre valorisation, qu'on a des difficultés par exemple à prendre en compte les mélanges. Donc aujourd'hui, on a initié en fait des échanges avec les utilisateurs de ces données de biosurveillance et avec le monde de la recherche, pour que leurs besoins soient également pris en compte en amont en fait, du renouvellement de ce programme. Et aujourd'hui, donc, on se dirige vers une nouvelle piste qui est de construire, comme l'ont fait donc, les Canadiens ou les Américains, un dispositif par cycle, avec des cycles de 2 années, qui nous permettrait d'avoir un recrutement donc, continu d'échantillons modérés de la population, de pouvoir être plus adaptable et de pouvoir inclure une substance à un cycle, inclure une autre substance à un autre cycle, de pouvoir suréchantillonner de temps en temps certaines populations pour pouvoir répondre à des questions particulières et de pouvoir avoir également des indicateurs au niveau régional. Et enfin, donc pour nous, ça nous permettrait d'avoir une mobilisation régulière de moyens sur un temps plus long et d'avoir donc une facilité donc, pour conserver l'expérience nécessaire.
Donc en conclusion, ce que je voulais vous dire, c'est que le programme de biosurveillance, c'est un programme majeur dans la connaissance des expositions. Donc, comme on l'a vu, les expositions, elles sont souvent généralisées avec des déterminants variés. Ce programme, donc, il est utile à l'orientation des politiques publiques, à l'évaluation des politiques publiques, à l'évaluation des risques sanitaires, à la prévention, donc à travers la caractérisation des déterminants et de populations donc, particulièrement exposées. Et que c'est un programme donc, qui est en cours d'évolution pour améliorer donc, la production et la valorisation des données, donc toujours à des fins de protection de la population. Voilà, je vous remercie de votre attention.